Donc, vous souhaitez d'abord bonjour et bienvenue. Vous avez été nombreux à le dire en arrivant et ça fait du bien, je trouve, d'entendre tous ces bonjours et tous ces messages de retrouvailles. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous au premier Webi Colloque international organisé par la FIL sur le thème « L'empathie chez les enfants via les livres et le mouvement du corps ». Alors aujourd'hui, la FIL vous propose de vivre une expérience un peu particulière, de prendre tous ensemble un bon bol d'air, une belle bulle d'oxygène et de fraîcheur. Aujourd'hui, pour parler d'empathie, même si on est chacun chez soi ou chacun dans son milieu d'accueil, on va essayer de vivre tous ensemble une matinée de convivialité et de partage. Et vous allez voir qu'on a mis pour ça une série d'outils en œuvre. On va ensemble lire, on va ensemble rire, je pense. Vous nous direz, vous vivrez, mais je pense bien. Nous allons peut-être même bouger et danser ensemble durant cette matinée. Bref, on va faire des choses très sérieuses, mais sans se prendre trop au sérieux. Alors, pour partager une bonne bulle d'air ensemble, la première chose, c'est de faire un peu connaissance. Et donc, je vais vous présenter un petit peu votre voisin de case, si j'ose dire. Alors, nous sommes près de 329 ce matin. Tout le monde n'est pas encore arrivé. On voit que les personnes arrivent au fur et à mesure, mais nous avons 329 inscrits. Alors, en fait de voisins, ce sera plutôt des voisines, parce que sur les 329 inscrits, sachez qu'il n'y a que 20 hommes. Voilà, c'est comme ça. L'égalité des genres a encore du travail à faire dans nos métiers, on a encore du chemin, mais je voulais quand même saluer la présence des 20 messieurs qui se sont joints à nous et je n'ai pas compté l'intervenant Arnaud Dereau. Mais donc, ça veut dire que nous sommes ici 319 femmes et donc dans vos collègues de case, vous avez majoritairement des collègues féminines. Alors, si nous observons une majorité de professionnels du 0-3 ans, on voit une percée intéressante du 3-12 quand même, à souligner, mais aussi la présence de professionnels du soutien aux familles et de l'aide à l'enfance, de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d'accueil, des collègues aussi de l'ONE qui nous chapeautent un petit peu tous, mais aussi des collègues venant d'école. Et donc, voilà, on voulait saluer la présence de chacun. Comme vous le voyez, nous sommes en bonne compagnie ce matin, entre personnes centrées sur l'enfant, entre personnes convaincues que l'accueil et l'éducation de l'enfant sont indispensables et doivent être au cœur de toute société digne de ce nom. Et donc, bienvenue vraiment à tous. Alors, j'ai parlé de Webi Colloque international parce que nous accueillons aussi 18 personnes, 18 participants de France et un du Maroc. Voilà, c'est peut-être un des rares avantages de ces formules à distance et que ça permet aussi d'avoir des échanges avec des personnes un petit peu plus lointaines. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu connaissance, je vais vous dire quelques mots de la FIL pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. La FIL est une fédération laïque de structures privées et publiques actives dans le secteur de l'enfance. Donc nous regroupons des crèches, des services d'accueillants, des services de garde d'enfants malades, des haltes accueil, de l'accueil extrascolaire, des centres de vacances, des services SOS enfants, des SASP, etc. Nous sommes aussi une coordination soutenue par l'ONE. Nous apportons aux acteurs du secteur un soutien qui peut être pédagogique, juridique, stratégique aussi quand il s'agit de défendre le secteur. Vous avez peut-être vu notre pétition où nous avons fait appel à vous il y a quelques semaines maintenant et pour un beau résultat puisqu'on a eu 4000 signatures. Donc, on est là aussi pour nous regrouper et nous mobiliser pour défendre notre secteur. Nous favorisons le partage d'expériences et la mise en réseau, le bien-être de l'enfant, l'émancipation sociale, l'égalité des droits pour tous les enfants sont au centre de nos préoccupations. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait un colloque sur les émotions de l'enfant. Tout de suite après, on s'était dit il va falloir qu'on travaille aussi les émotions des professionnels parce que c'est évidemment étroitement lié. Mais la crise Covid n'a pas été avec nous puisqu'on avait prévu ce colloque le 1er décembre de l'année dernière. Nous n'avons pas pu le tenir en présentiel. Ici, à nouveau, on espérait pouvoir le réaliser le 1er juin, mais nous ne pouvons toujours pas le réaliser en présentiel. Or, pour nous, ce n'est pas le genre de thématique qui peut être abordé lors justement d'un webinaire comme aujourd'hui.
Et donc, nous l'avons reporté, on ne l'oublie pas parce que c'est vraiment important, mais nous l'avons reporté un petit peu plus tard. Par contre, on voulait quand même organiser quelque chose et prendre un moment pour être ensemble et on voit qu'on n'a pas eu tort, hein, comme on voit comme vous êtes nombreux aujourd'hui à nous avoir rejoints. Et donc, on a décidé de travailler dans une forme légère, mais je l'ai dit, sérieuse quand même, hein, mais voilà, d'une forme qu'on veut agréable et ludique, ça nous fera du bien. On en a vraiment besoin après cette période, de travailler sur le thème du développement de l'empathie chez l'enfant. Et cela au départ d'approches qui tiennent à nos pratiques quotidiennes. Alors, l'empathie, ben, c'est ce qui permet de comprendre l'autre et de se mettre à sa place. C'est à la base de toute relation équilibrée et respectueuse de chacun. Et c'est pas gagné, hein. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple dans les faits. Si la notion d'empathie, on la retrouve déjà dans les projets d'accueil il y a 20, 15, 10 ans peut-être, c'était surtout par rapport aux adultes. Hein, c'était surtout aux professionnels, on parlait d'être en empathie avec les parents, beaucoup aussi avec l'enfant, avec les collègues, mais très peu par rapport aux enfants. On a commencé à parler davantage d'empathie par rapport aux enfants, si vous vous rappelez, avec toutes les questions de harcèlement et de cyberharcèlement. Là, on a commencé à en parler un peu plus, à dire bah, ce serait quand même intéressant de développer cette compétence-là chez les enfants parce que ça leur permettrait peut-être de mieux vivre, de mieux comprendre ce que vit la personne ou l'autre enfant avec lequel ils sont dans un processus d'harcèlement et de pouvoir arrêter ou s'y prendre autrement. Ça, c'était pour le 3-12. Encore plus récemment, on a commencé à parler de développement de l'empathie chez les 0-3. Hein. Pendant tout un temps, on a dit aussi bon, l'empathie, ça commence plus tard, 0-3, on n'en est pas encore là. Maintenant, des études ont montré que, ben oui, alors je ne sais pas si on peut déjà y donner vraiment le terme d'empathie, on va entendre ce que vont nous dire tout à l'heure nos conférenciers, mais les premières attitudes, les premières réactions de type empathique se marquent déjà chez les 0-3 ans. C'est pourquoi il nous semblait important de vraiment réfléchir, nous, en tant qu'adultes, adultes proches des enfants, professionnels, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à développer cette compétence-là chez les enfants, qui est quand même, je l'ai dit, une compétence centrale. Et donc, dans nos lieux d'accueil, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour la favoriser ? Alors, pour aller plus loin dans la réflexion, je vais vous mettre entre les mains de notre conseillère pédagogique, Lorraine Trévisan, qui a concocté la journée d'aujourd'hui avec l'équipe. Et Lorraine va vous guider dans la suite de cette matinée. Pour ma part, je vous retrouve pour les questions-réponses tout à l'heure et je vous souhaite déjà de profiter pleinement de ces bons moments, de cette bonne bulle d'oxygène. À tout de suite. Alors, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet et entendre Arnaud Dereau. Alors, Arnaud Dereau a été pendant de nombreuses années éducateur de jeunes enfants en crèche et a dirigé un service petite enfance. Il est également thérapeute, consultant en éducation psychosociale, formateur et auteur de nombreux ouvrages à destination des professionnels de l'enfance. Et vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver tous ces ouvrages dans le dossier pédagogique que je vais présenter tout à l'heure. Alors Arnaud Dereau accompagne sur le terrain des équipes dans leur pratique professionnelle et défend avec enthousiasme et énergie, ça vous allez certainement pouvoir le constater par vous-même, un accueil bien traitant pour l'enfant et sa famille. Alors aujourd'hui, il vient nous parler de vivre son corps pour une meilleure empathie à soi et aux autres. Voilà, Arnaud, c'est à vous. Je pense que vous avez un PowerPoint à partager. Passe. Nickel. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bon. Impressionnant, il y a du monde là. Je suis tout seul dans mon petit bureau et je vais vous parler à, je sais pas, 300 personnes. C'est toujours un peu surprenant, mais bon. Je vais vous parler de ce sujet. Donc après, vous pourrez me poser des questions. Allons-y. Est-ce que ça passe, le PowerPoint ici? Il n'arrête pas de bouger. C'est infernal. Il a le diable dans le corps. Tu vas arrêter 5 minutes de bouger. Tu ne peux pas tenir tranquille. Tu es un vrai singe. Tu grimpes partout. Tu n'arrêtes pas de sauter tout partout. Je peux quand même pas tout lui permettre. Il faut bien des limites. Ces paroles-là, qui sont tirées un peu des crèches et du fonctionnement familial, sont encore bien présentes dans vos structures et sont encore bien présentes dans les maisons. Autour du corps, du mouvement de l'enfant, se jouent de nombreuses croyances, des non-connaissances et surtout des peurs.
qui peuvent freiner l'épanouissement de l'enfant et flétrir ses belles ressources comme l'empathie. Puisque l'on sait que l'enfant, les premières connaissances qu'il va faire, c'est par le corps. On entend rarement dire le professionnel de l'enfance ou la mamie qui a gardé son petit-fils toute la journée. Oh, quelle énergie, c'est super! J'ai adoré, il graine partout, il a même monté sur la table basse du salon, j'adore. Non, ce n'est pas des choses comme ça qu'on entend. Ensuite, plus tard, quand l'enfant grandit, dans les centres de loisirs que vous avez ou dans les familles, le discours change un peu et on entend plutôt des choses de ce style-là. Il est maladroit, il a peur de tout, il a du mal à entrer en contact, qu'est-ce qu'il fait mal, il confond des lettres, je pense qu'il est dyslexique, il a du mal avec sa droite et sa gauche, il est toujours mal assis, il manque énormément d'attention et de concentration, il parle fort, il est nul en sport, il fait peu d'efforts, t'es sûr qu'il n'est pas hyperactif ton enfant? Et enfin, il est peu empathique vers les autres. Ce sont des phrases qu'on entend quand les enfants sont un peu plus grands. Et s'il y avait un lien entre ce que nous lui reprochons tout à l'heure quand il était tout petit et ce qui nous amène ensuite à des consultations spécialisées. Et il y a un lien entre les réflexions qu'on fait quand il est tout petit et ce qu'on remarque après quand il est plus grand. Le mouvement de l'enfant, le respect de son corps en mouvement est un enjeu capital pour sa construction. Son épanouissement pour sommer la joie, pour sommer la vitamine bonheur, pour comment cultiver le no-stress, le prendre soin de soi et des autres, donc l'empathie. Regardez combien nous adultes, vous adultes, écouter son corps est parfois difficile. Entendre sa fatigue, son ressenti, prendre du repos sont compliqués pour certains adultes. Ah non, non, si, vous préviens. Ça va, mais Rentrer chez soi, dans sa maison-corps, pour recharger ses batteries n'est pas si simple en tant qu'adulte. Respecter le mouvement spontané, le mouvement libre de l'enfant dans un environnement sécurisant qui tienne compte de ses ressources, va contribuer à sa santé corporelle, mais également à sa santé psychologique, relationnelle et intellectuelle. Car en effet, la pensée se crée à partir du corps. Donc l'empathie se crée à partir du corps. C'est en bougeant librement, c'est en faisant du quatre pattes, en s'asseyant seul, que l'enfant va pouvoir aborder les apprentissages tels que la lecture, l'écriture, le calcul, avec plus de facilité, de fluidité. Et oui, même les apprentissages scolaires passent d'abord par le mouvement. Demandez d'ailleurs aux orthophonistes que vous avez autour de vous, si elles sont sincères, elles vous diront combien leur éducation est parfois inutile ou serait inutile si le système d'apprentissage n'était pas celui rencontré dans plusieurs écoles. Les enfants ne bougent pas assez en classe. Nous pourrions donc tous pleurer. Si, je vous assure, quand on voit dès la crèche parfois et ensuite à l'école maternelle, le peu de place qui est fait au corps et au mouvement. Toute la semaine dernière, j'étais encore en crèche pour de l'observation. Les enfants vont peu dehors, même s'il faisait beau, et les enfants bougent peu. Ils sont dans des espaces quelquefois très petits. Très, très vite, il y a plein de tables et des chaises qui envahissent l'espace. Très vite, il y a des tables chez les moyens, alors qu'ils n'en ont pas besoin, à part pour le repas. Et les sorties extérieures sont excessivement limitées, et surtout pas le matin, quand il y a la rosée du matin. On s'étonne ensuite qu'ils explosent à la sortie de la crèche ou de l'école, et que les retrouvailles sont compliquées. Souvent, on entend d'ailleurs surtout plus à l'école, « Ah ben, qu'est-ce qu'ils sont énervés en sortant ?» Comme quelque chose de normal, que c'est à cause de l'enfant. On ne s'interroge même pas sur le comment ça se passe au sein de l'institution. Comment voulez-vous que les enfants aillent bien, apprennent bien et établissent des relations saines et empathiques si on ne leur permet pas de bouger? Il est urgent donc de repenser notre relation à l'enfant, il est urgent de repenser les lieux d'accueil et de la place que nous donnons au mouvement dès la crèche. Que se passe-t-il dans ce monde où dès qu'un enfant court dans le magasin, dans l'allée du train, dans la crèche, il soit mal élevé, que les enfants ne savent plus faire, qu'on laisse tout faire? Cette semaine, j'ai encore entendu dans l'unité des grands, 2 enfants qui étaient en train de courir, une auxiliaire dire « Ah non, 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 on ne court pas. Si on ne peut pas courir en crèche, où peut-on courir donc ?»
Nos peurs et nos croyances sont encore et toujours là, bien présentes dans la relation aux enfants. Alors, je ne dis pas de tout laisser faire, je dis simplement, soyons respectueux des besoins de nos enfants, des enfants, de leurs besoins de courir, de grimper, de lancer, de ramper. Il en va de leur santé, de la santé du monde. Ne demandons pas aux enfants de rentrer dans un moule trop tôt. Les comportements dérangeants des enfants, ces comportements qui parfois nous troublent, et non pas des troubles de comportement, sont souvent liés, trouvent leur source dans le non-respect de leurs besoins, et entre autres donc celui de bouger. Regardez encore combien pour un parent, mettre un jeune bébé sur le tapis et même en crèche et au sol peut être parfois compliqué. On préfère quelquefois très vite le mettre dans un relax que de le mettre directement au sol. Un enfant qui bouge est un enfant qui va plutôt bien. Bien sûr, il y a des enfants qui bougent et rebougent, comme me disait une maman en consultation, et qui vont mal. Ça, je ne le nie pas. L'enfant qui bouge sainement, dirons-nous, est un enfant en joie et dans l'enthousiasme. Et ça ne part pas dans tous les sens. C'est ça qui est un critère peut-être de santé. C'est quand vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, que c'est un peu brouillon, comme vous pourrez dire que là, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal. C'est un enfant qui ne se met pas en danger, puisqu'il a acquis une sécurité intérieure. Il connaît ses limites, anticipe, observe, tient compte des autres. Ce sont des enfants qui ont été respectés dans leurs besoins dès les premiers mois et qui ont reçu un maternage bien traitant et un maternage sécure. Ce corps est notre, je dis souvent que le corps est notre porteur d'âme, donc il est bon de prendre soin de lui. Le corps, est un cerveau. Il imprime dès les premiers moments de vie intra-utérin des mémoires corporelles et sensorielles. Il garde en lui toute son histoire. On sait que le corps, maintenant, c'est un cerveau à part entière. Les sensations physiques sont le fondement même de la conscience humaine. Nos corps sont conçus pour réagir dans un monde en perpétuel changement. Le corps ne ment jamais, comme le dit le titre d'un célèbre ouvrage d'Alice Miller, il pilote notre tête à 90%. Donc, plus vous serez bien dans votre corps, dans vos sensations, mieux vous serez dans votre vie relationnelle et intellectuelle. Entendez que le corps décide avant la tête. Il possède sa propre intelligence. Il possède des capteurs sensoriels internes et externes qui informent instantanément notre cerveau si ce que nous vivons est OK ou pas OK. Et si, ici, c'est un héritage très utile de nos ancêtres. C'est la manière dont le corps réagit à son environnement qui, en grandissant, permet de nous définir. Ce que vous faites physiquement, ce que vous expérimentez, soit dans le plaisir, dans la douleur ou dans le succès et l'échec, sont enregistrés dans votre corps et inscrits dans votre esprit. Je vais répéter ça. C'est la manière dont le corps réagit à son environnement qui, en grandissant, permet de nous définir ce que vous faites physiquement et ce que vous expérimentez. C'est-à-dire si vous avez soit vécu des expériences de plaisir et douleur ou succès et échec, ça va être enregistré dans votre corps et ça va ensuite s'inscrire dans votre esprit et donc fortement influencer votre façon d'être aux autres. Votre connaissance du monde dans votre interaction avec lui provient de la totalité de vos sensations, à la fois internes et externes. L'acte moteur est la genèse de l'esprit. C'est parce que j'ai la possibilité de bouger et favorablement de bouger que je vais développer mon esprit. Le corps et l'esprit sont liés et nous sommes tous des êtres sensoriels. Nos pensées, nos émotions sont dans le processus d'évolution de l'homme postérieur à notre intelligence sensorielle. Il faut savoir que les conflits que nous avons en nous n'ont pas une origine émotionnelle ni mentale, mais une origine sensorielle, corporelle et énergétique. D'où toute l'importance à donner à l'expérience motrice et sensorielle et corporelle de l'enfant. Plus je sens ce qui se passe dans mon corps, plus je développerai de l'empathie et je gagnerai en autonomie. Un enfant, un bébé construit son moi au travers de ses expériences, actions et interactions. Peu à peu, il apprend à discerner les significations
des sensations expérimentées par son corps. Ce que le corps n'aime pas vivre, par contre, c'est la peur. Toutes nos expériences de peur, j'ai notre diapo pour ça, ouais. Toutes nos expériences de peur se logent dans notre corps sous forme de figement. C'est ensuite le couple figement-peur, le figement c'est quand on est totalement bloqué dans son corps, qui est à l'origine de tous nos symptômes dans le corps et dans tous nos symptômes relationnels plus tard. C'est ce couple figement-peur qui est à l'origine de toutes nos sensations et émotions d'insécurité dans notre vie et qui va influencer nos attitudes face aux événements et aux autres. Plus l'enfant est dans une relation en syntonie avec ses parents, en harmonie, sans peur, donc même avec le professionnel aussi, moins il aura des peurs accrochées à son corps et sera donc un adulte plus libre, plus heureux et donc plus empathique. Et regardez autour de vous, même quelquefois en crèche, on entend « attention, tu vas te faire mal »,« attention, tu me fais peur ». Il y a des choses de ce type-là, même dans les structures petite enfance. Est-ce que j'ai notre diapo pour celle-ci? Alors. Cette question, la question du corps en mouvement, est surtout présente à partir de la marche. Quand la capacité motrice de l'enfant s'agrandit, quand son espace s'élargit, il quitte la symbiose avec le professionnel ou avec la mère. Mon expérience me dit que c'est souvent quand l'enfant commence à faire du quatre pattes ou commence à partir que quelquefois la relation se complique. Pourtant, l'aisance corporelle, le bien vivre son corps se prépare dès les premiers mois, quand le bébé est au sol, sous le regard aimant de son parent ou du professionnel. Je dis souvent que votre premier travail en structure petite enfance, c'est de regarder et de s'émerveiller face à l'enfant en mouvement. Des parents, des professionnels en empathie vont savoir organiser cette autonomie-indépendance. Par contre, d'autres parents, d'autres professionnels plus stressés, plus anxieux, parasités par leur propre histoire de vie et par leurs propres peurs et croyances, vont freiner, bloquer le développement de l'enfant. Bien souvent, ce type de parents ou de professionnels trouve comme excuse « c'est pour le protéger, il est encore petit, il est maladroit ». Un enfant pourra éventuellement faire face à ses attitudes parentales ou professionnelles en montrant avec force et mécontentement son désaccord, car être limité dans son mouvement est insupportable pour un jeune enfant. Pour autant, ce n'est pas si simple, car le parent et le professionnel peuvent alors se brancher sur ses anciens comportements et chercher à le faire obéir par son pouvoir ou à le culpabiliser. Ça peut donner des choses comme « tu me fais peur, tu vas me rendre folle ». D'ailleurs, quelquefois, on voit même des écrits maintenant où on vous dit « si, on peut dire à l'enfant que j'ai peur ». On pourra en reparler tout à l'heure. Et l'enfant va donc se plier. Il dira « oui », mais à l'intérieur de lui, un grand « non ». Et son intégrité sera alors abîmée et ce « non » se réveillera plus tard, soit en rébellion ou en passivité. Je dis oui pour faire plaisir à maman, pour m'occuper de maman, mais à l'intérieur de moi, ça s'agite et j'aurais bien envie de lui dire non. Il pourra croire que garder l'amour de l'adulte, de garder l'amour de papa et de maman, c'est faire plaisir, c'est pas bouger. L'amour se transforme alors en devoir et en condition. Je vais le passer. Donc, l'environnement que nous offrons aux enfants, regardez, il y a déjà un environnement là, déjà là. Donc, l'environnement que nous offrons aux enfants ainsi que notre posture a un rôle important à jouer dans son épanouissement motrice, dans son épanouissement à la relation à l'autre. L'expérience du pont de singe, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience du pont de singe. L'expérience du pont de singe, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un pont avec une vitre en plein milieu. L'expérience qui a été faite, c'est des enfants montent sur ce pont de singe et s'arrêtent devant le vide puisque la vitre est là. Ces enfants se retournent vers l'adulte de référence. Si l'adulte de référence est confiant et montre dans son regard quelque chose de la confiance, l'enfant continue et traverse. Si l'adulte montre « oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai peur », l'adulte fait souvent marche arrière. Donc, vous voyez combien votre regard est fondamental pour que l'enfant grandisse et s'épanouisse correctement. En prenant soin d'organiser un espace sécurisant extérieur et intérieur,
c'est un espace bien particulier, en lui laissant maître de cette découverte à son rythme, en ne le mettant pas en difficulté, comme le mettre sur le toboggan alors qu'il n'a pas monté seul, ou le mettre assis alors qu'il ne sait pas tenir seul, et sous un regard attentif et empathique de l'adulte, cela va lui permettre de développer son autonomie et donc sa propre habilité motrice, son aisance corporelle et sa propre empathie. Mais autour de cette motricité libre et spontanée se joue aussi le développement de ses compétences cognitives, parce que ça doit passer par le corps, telles que le raisonnement. C'est plus en bougeant que l'enfant développe des compétences. Alors, okay, ici. C'est vraiment en bougeant que l'enfant développe aussi des compétences de persévérance, d'attention, de concentration et du goût de l'effort. Quand un enfant est respecté dans son rythme de son apprentissage, dans son corps, il est concentré, attentif, présent aux autres. Et c'est vraiment étonnant qu'on entend quelquefois plus tard à l'arrivée de l'école, et vous devez l'entendre aussi dans votre pays, il n'est pas assez attentif, il n'est pas assez concentré. Et maintenant, dans les écoles, on remet des ateliers pour travailler la concentration. Alors que tous les professionnels de petite enfance que vous êtes, vous savez dire qu'un jeune enfant est très concentré. Quand il fait une expérience, quand il joue au niveau du corps et quand il bouge, il est très concentré dans son mouvement. Il met vraiment beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, ces enfants sont moins concentrés? On pourra y revenir parce que je pense qu'il y a peut-être une des conséquences du fonctionnement des crèches aussi. Ensuite, donc, vient la question de la posture de l'adulte, que j'ai déjà quelque peu évoquée. Dernièrement, en conférence, certains parents présents ont été bien déstabilisés et plusieurs questions ont tourné autour de cette propre peur que j'évoquais déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre peur en tant que parent, en tant que professionnel? D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous avez peut-être déjà des réponses et vous me direz tout à l'heure. Je vous rappelle, quand je dis respecter la motricité de l'enfant, cette motricité dite libre, selon Pichler, je ne dis pas de les mettre dans un environnement dangereux qui ne tient pas compte de ses compétences. Votre travail, c'est quand même de les mettre dans un environnement qui tienne compte de leurs compétences. Si vous regardez ça et si vous les mettez dans un lieu très respectueux de leurs compétences, votre peur peut donc diminuer quand vous pensez l'environnement. Cela passe donc par l'observation des compétences de votre enfant, passe par l'observation du lieu dans lequel il se trouve. Regardez-le faire, explorez le lieu avec lui et voyez ce qui pourrait être dangereux. Très tôt, mettez-le au sol et le moins possible dans des transats, dans un espace sécurisé, peut-être par des gros coussins, par des jeux, du matériel de récupération. Faites-le travailler le plus possible au sol, alors que évitez tous ces portiques qu'on trouve encore dans les crèches qui ne servent pas à grand-chose. Ensuite, l'environnement va se transformer en fonction de ses découvertes et de ses capacités. Réfléchissez aussi au langage, aux mots pour l'accompagner dans ses découvertes, car si vous êtes dans votre propre peur, les mots suivront votre peur avec des phrases du style « Attention, tu vas tomber, t'es sûr, c'est risqué, tu descends tout de suite. » Bien sûr, le non, c'est dangereux, ton frère est déjà tombé, t'es trop maladroit, descends. Et c'est souvent accompagné de belles mimiques, hein. Des yeux écarquillés, des mains sur la bouche ou sur les yeux. Oh là 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 là, attention, danger. La parole a un impact énorme sur l'épanouissement de l'enfant et les mots que vous allez utiliser au niveau du développement moteur auront un impact sur cette empathie. Des mots comme « prends soin de toi »,« tu as vu le vide »,« sens bien les marches », observe, tu grandis, dis donc, prends ton temps, cherche, tu as réussi. Oui, pour l'instant, tu n'y arrives pas, patience, demain peut-être. Et oui, ça, ce n'est pas encore possible pour toi. Ça, ce sont des mots et des phrases qui sont beaucoup plus riches pour l'enfant. Accompagné également par votre corps qui donne le message de confiance et que vous ne lui donnez pas un double message. C'est pour ça que c'est très intéressant, c'est important que vous réfléchissiez comment votre corps parle aussi. Et votre corps parle aussi comme pour l'enfant. Ensuite, pour votre peur, si vraiment votre peur est encore bien présente et si elle est vraiment envahissante, voyez comment vous pouvez être peut-être accompagné dans cet état par vos directeurs en analyse de pratique, voir pourquoi cette peur est si invalidante pour vous, pourquoi elle est aussi présente dans le travail que vous faites auprès des enfants.
La peur que vous avez, qui est souvent liée au passé, à votre propre histoire, peut quelquefois se nettoyer rapidement. Il y a des dentistes qui soignent les dents. Je vous rappelle qu'il y a des thérapeutes qui peuvent aussi soigner ces douleurs du passé. Donc, c'est quelquefois bon de dire, tiens, je vais aller voir un peu quelqu'un pour voir qu'est-ce qui fait que j'ai autant peur quand l'enfant bouge et se met en danger. Je dis souvent, croyez-moi, c'est tellement mieux de se sentir en joie, en amour, que dans la peur. Donc, je vous souhaite vraiment dès demain une sortie, des sorties en extérieur le plus souvent. Dès demain, un regard sur l'aménagement de la crèche. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux permettre? La semaine dernière, j'étais donc dans une crèche, on a tout réaménagé, même le hall d'entrée avec du matériel moteur. Tout a été changé. Qu'est-ce qui peut être transformé, déplacé dans ces crèches? Moi, je me bats pour qu'il y ait de moins en moins de tables. Alors, je ne vous parle pas des écoles, parce qu'en école, il y a énormément de tables, mais même dans les crèches, je trouve que dans la section, quelquefois, dans le groupe des bébés, dans le groupe des moyens, il y a beaucoup trop de tables, alors que les enfants ont besoin de bouger. Ce serait aussi intéressant que vous observez demain les permissions que vous ne donnez pas, que vous pourriez peut-être donner aux enfants. Est-ce qu'ils peuvent aller dans la cour tout seuls? Est-ce qu'ils peuvent aller dans un espace tout seul et sans votre présence? Observez tout ça, discutez de tout ça avec vos équipes. Alors, travaillez par étapes. Je dis souvent, ne changez pas tout demain, et transformez tout doucement peut-être votre fonctionnement de crèche autour de la motricité. Est-ce qu'il y a une salle de motricité aussi dans vos crèches? Ça, on peut en parler, mais ça me fait un peu rire, les salles de motricité. Voilà ce que j'avais surtout à vous dire pour cette matinée, ce peu de temps que j'ai. Moi, tout seul face à mon ordinateur, c'est vraiment pas facile. Et comme les apprentissages, ça passe mieux par le corps, même si vous avez, donc ça c'était le divan du thérapeute pour aller travailler sur votre peur. Si vraiment vous voulez faire l'apprentissage et entendre ce que je vais vous dire, là, ça serait peut-être bien que vous mettiez debout et que vous sautez sur place. Alors, est-ce que vous allez le faire? Je n'ai pas assez de photos et je ne vois pas tout le monde. Mais pour faire un apprentissage, après un truc comme ça, c'est bien de bouger et de sauter sur place. Mais je pense que tout à l'heure, vous allez sauter avec le djembé. Donc, vous pourrez mettre tout ça en place. Tout de suite, nous allons avoir le plaisir d'entendre Roxane Delimlette, qui est tout d'abord comédienne, mais aussi psychologue et lectrice. Formée à la création, à l'animation et à l'accompagnement des projets Coin Lecture pour les enfants, elle est également la fondatrice de la SBL Boucle d'Or, les livres au service du lien et de l'intégration sociale. Alors, le site de Boucle d'Or, c'est www.boucledorasbl.com. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, Roxane vous parlera vraiment comme personne de l'importance du livre et des bénéfices que cela peut avoir pour les enfants. Et aujourd'hui, elle va nous parler de « Il pleure le bébé », ces livres qui nous ressemblent et nous rassemblent, et donc le lien que les livres peuvent avoir avec le développement de l'empathie. Voilà, Roxane, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci Lorraine. Donc voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, je ne vous cache pas que je vis cette expérience pour la première fois et c'est très très particulier d'être chez moi dans ma petite cuisine et de me dire que je m'adresse là à autant de monde via un écran. Je ne vous cache pas d'ailleurs que quand Lorraine m'a appelée pour me faire cette proposition, j'ai hésité pendant quelques jours parce que je me suis dit non, je ne vais jamais pouvoir faire ça, je vais être dévorée par le stress, ça ne va jamais aller. Et voilà, je doutais vraiment de mes capacités à pouvoir me glisser dans ce rôle-là. Et puis, Lorraine m'a un peu développé la demande de la FIL et elle m'a parlé de cette bulle d'oxygène, en fait. Voilà, que la FIL voulait vous offrir. Et ça, en fait, pour le coup, ça m'a parlé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir diablement besoin de cet oxygène. Ça fait plusieurs mois qu'on a ce sentiment d'asphyxie. Et donc, voilà, ça m'a parlé. Et je me suis dit, en fait, si je n'ai pas envie de me lancer, c'est aussi parce que je suis dans cette période de stress et que je me dis, bah, je n'ai pas envie de m'en rajouter. Mais si on parle de bulle d'oxygène, alors oui, allons-y, j'y vais, je me lance. Et donc, voilà. Alors, en plus, la demande, c'était que je vous parle de la lecture avec les jeunes enfants, de la littérature jeunesse. Et ça, pour moi, ce sont de véritables bulles d'oxygène. Et Dieu sait que j'en ai eu bien besoin ces derniers mois. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est bon, on y va, je me lance. Alors, peut-être vous dire quelques mots de l'ASBL Boucle d'Or. Donc, effectivement, cette ASBL, je l'ai créée en octobre 2017. Et c'est une ASBL qui a pour mission de donner un accès aux livres, aux récits, à tous les enfants dès leur plus jeune âge, afin de lutter contre les inégalités scolaires et sociales. Alors, en effet, ça fait maintenant
plusieurs dizaines d'années que les bienfaits que retirent les jeunes enfants de rencontres régulières, précoces et surtout positives avec les récits et les albums ont été mis en évidence, que ce soit tant sur le plan du développement du langage, sur le développement de la personnalité, la connaissance de soi, la construction de soi, l'ouverture au monde, aux autres, le futur apprentissage formel de la langue écrite, et plein de choses encore, j'en passe. Et malheureusement, on se rend compte que de nombreux enfants grandissent dans des familles où les livres sont absents. Il n'y a pas de livres, on ne lit pas aux enfants. D'où l'importance que dans les milieux d'accueil, que ce soit avec les tout petits, mais aussi avec les moyens les plus grands, maternels, primaires, il y ait une place pour cette découverte ludique, gratuite, sur fond de plaisir partagé de ces récits et de ces albums. Alors, les actions de la SBL Boucle d'Or, elles passent évidemment du coup par la formation. Donc, on donne des formations aux intervenants de la petite enfance, aux enseignants, aux éducateurs, etc. Mais on est aussi sur le terrain parce que pour moi, ça n'aurait vraiment aucun sens de me dire qu'on donne des formations sans être sur le terrain. Donc, on intervient sur le terrain pour mettre en place des projets lecture et pour accompagner ces projets. Voilà, et puis pour moi, comme je vous l'ai dit, comme ce sont des bulles d'oxygène pour moi, j'en ai absolument besoin, je ne pourrais pas être que dans la formation. Alors, ça c'est important aussi de vous dire, la SBL Boucle d'Or, elle s'inscrit dans la lignée en fait d'autres ASBL qui existent en France. Et la toute première qui a été créée, c'est la SBL, c'est l'association Accès, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations. Et donc c'est vraiment l'association qui a été initiatrice de ce type d'action, de sensibilisation à la lecture avec les jeunes enfants. Voilà, et ça, cette association-là a été créée il y a déjà 40 ans. Donc depuis, il y a beaucoup d'autres associations qui font ce travail. Et l'association de la SBL Boucle d'Or s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Voilà. Alors, dans la demande de la FIL, il y avait également la demande de mettre en lien le développement de l'empathie et la lecture et le développement de l'empathie. Et là aussi, pour le coup, ça m'a parlé tout de suite. Non seulement en lien avec le contenu même des albums, leur richesse littéraire et graphique, on va le voir, mais également en lien avec le dispositif de lecture que nous pratiquons au sein de la SBL Boucle d'Or et qui a été en fait pensé par l'association Accès dont je vous ai déjà parlé. Et donc, ce dispositif de lecture, c'est la lecture individualisée au sein du groupe. Et donc, on pratique cette méthode de lecture et on la transmet aussi lors de nos formations. Alors, l'empathie, comme on a déjà un petit peu parlé, Natacha, c'est une aptitude ô combien précieuse qui nous permet effectivement de nous décentrer de nos propres représentations du monde pour nous intéresser aux représentations du monde de l'autre, de nous décentrer de nos propres émotions pour identifier et comprendre les ressentis, les émotions de l'autre. Et donc c'est l'empathie qui va nous permettre de vivre harmonieusement les uns avec les autres, et ce malgré nos différences. C'est l'empathie qui va favoriser l'absence de jugement, le fait d'accepter que l'autre puisse avoir une autre façon de voir les choses que moi. L'empathie va favoriser la compréhension mutuelle et l'empathie va aussi favoriser le fait d'agir pour le bien de l'autre. L'empathie, c'est ce qui va nous permettre quelque part d'embrasser le monde dans toute sa complexité. On sort d'une vision autocentrée qui serait de penser tout le monde voit le monde comme moi, il y a une façon de voir le monde, de voir cette réalité, tout le monde pense le monde comme moi. Voilà, on sort de ça et on va vers les autres et on s'intéresse à comment les autres voient le monde. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus complexe, ça c'est clair, mais c'est beaucoup plus riche aussi. Alors pour démarrer, je voulais vous proposer une lecture d'album, voilà, Bulle d'oxygène, et j'ai tout de suite eu l'idée d'un album que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, complètement par hasard parce que je ne connais absolument pas cet auteur. Donc c'est un album d'une auteure illustratrice anglaise qui s'appelle Jane Chapman et qui a écrit un album qui s'appelle Ensemble, qui est assez nouveau et qui est publié aux éditions Tigre et compagnie. Alors pour moi, ce choix d'album a été une évidence en fait pour cette intervention aujourd'hui autour de l'empathie, à la fois voilà, à cause de cette thématique de l'empathie et à la fois pour cette intervention Bulle d'oxygène. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'il parle merveilleusement de ce besoin que nous avons tous, et ce depuis le tout début de notre vie, d'être reliés,
d'être avec les autres et d'être ensemble. D'ailleurs, j'étais contente d'entendre l'introduction de Natacha parce que ce mot ensemble, elle l'a répété plusieurs fois. Je me suis dit, c'est bon. Donc voilà, et je pense que c'est une des principales causes de notre asphyxie. On a un besoin vital de contacts sociaux et on en a été coupé en fait. Et ça a été terrible. Et cette crise a fait qu'on en a vraiment, si on n'en avait pas conscience avant, là on en a pris durement conscience du fait qu'on a vraiment besoin des autres pour se sentir exister, pour donner du sens à notre vie. Et le petit homme et de la femme arrivent au monde dans un état de dépendance complète. Sans un autre, il ne survit pas. Il a besoin d'un autre qui prenne soin de lui. Et comme on le voit aussi dans l'album, eh bien, l'apport d'eau douce, l'apport de nourriture ne suffit pas. Il faut quelque chose de grand. Et c'est tout cet amour, c'est toute cette affection, cette bienveillance. C'est quelqu'un qui va partager nos peurs, comme le dit aussi l'album, quelqu'un qui va rire avec nous. Et sans ça, on le sait, le développement de l'enfant est gravement altéré, voire s'arrête complètement. Alors, j'en profite pour faire un lien avec la lecture faite au bébé. Parce que de nombreuses personnes écarquillent encore les yeux quand on parle de lire à des bébés, de lire même en néonatologie. Et pourtant, est-ce qu'on attend qu'un bébé comprenne pour lui parler? Non. Et c'est heureux parce que la fonction du langage à ce moment-là, elle n'est pas tant informative, elle est d'abord et avant tout affective et sécurisante. C'est la relation qui est importante. Le bébé existe dans les yeux de l'autre, dans cette voix qui lui est adressée, dans ce visage qui en miroir lui renvoie quelque chose de ses états émotionnels. Et en fait, ça continue jusqu'à la fin de notre vie. On existe dans le regard des autres. Ce sont les autres qui donnent du sens à notre vie. Alors, dans l'album Ensemble, j'aime aussi beaucoup, beaucoup le visage de cet autre, qui est d'abord effrayant. Vous l'avez vu dans l'album, quoi. C'est très, très beau, cette illustration. Il est terrifiant et qui symbolise bien, je trouve, cette idée de l'autre qui, tant qu'on ne le connaît pas, tant qu'on se le représente sous l'angle de l'étrangeté, des différences, eh ben, il fait peur. Et finalement, il y a toujours une mise en danger dans la rencontre avec un autre. D'où l'importance que nos premières rencontres se soient bien passées, qu'on ait emmagasiné des schémas de rencontre positifs, qu'on se soit senti accueilli avec bienveillance dans le monde pour ensuite développer et conserver une confiance dans ce monde. Et je trouve que dans l'album, on voit bien que c'est cette première rencontre bienveillante, douce, cette main douce, qui va permettre au tout petit, après, on le voit, de s'ouvrir aux autres, de rejoindre les autres. Pour avoir du plaisir à aller vers les autres, pour avoir du plaisir à découvrir le monde mental des autres, nous dit Boris Cyrulnik, il faut d'abord et avant tout être sécurisé soi-même. Pour que l'empathie se développe, il faut être sécurisé soi-même. Et tout ça, évidemment, n'est pas sans m'évoquer l'importance dans les milieux d'accueil. Alors, c'est vrai particulièrement avec les très jeunes enfants, mais pas seulement, et je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez pour les plus grands, l'importance que chaque enfant, au sein du groupe dans lequel il est accueilli, se sente accueilli, accompagné de façon privilégiée, individualisée. Que chaque enfant ait le sentiment qu'il occupe une place particulière dans la pensée, dans le cœur de celui ou de celle qui prend soin de lui. Et c'est ça qui va donner à l'enfant un sentiment de sécurité, une estime de lui, une confiance en lui, et qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres et d'évoluer sereinement au sein du groupe et de développer son empathie. Alors, vous allez voir que le dispositif de lecture qui est le nôtre, je vous en ai déjà dit, je vous ai dit qu'il s'agissait de lecture individualisée au sein du groupe, ça dit déjà beaucoup, que ça permet justement de passer ces temps précieux en individuel avec des enfants alors qu'on est en groupe. Voilà. Alors, avant d'aborder ce dispositif de lecture, que je devrais vous expliquer très vite parce qu'en si peu de temps, c'est compliqué, mais c'était important pour moi de l'aborder. D'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est lire? Pourquoi est-ce qu'on lit? Pourquoi est-ce qu'on est nombreux, pas tous, mais on est quand même nombreux, à se plonger dans des romans, à se plonger dans des mangas, dans des BD, à n'importe quel moment de la journée, le soir, le matin, même dans le métro, c'est hallucinant quand vous voyez le bruit qu'il y a dans les métros, qu'on les arrête, qu'il y a plein de monde, qu'il y a les annonces des arrêts, et vous voyez des personnes plongées dans des livres. Et quand on aime lire comme moi,
on sait à quel point la lecture permet de s'évader. Et quand je vois, moi, quelqu'un qui est plongé comme ça dans un livre, dans le métro par exemple, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais il est où? Elle est où? On aimerait avoir accès au paysage mental de cette personne et de découvrir où il ou elle se promène, parce que c'est vrai que ça peut complètement déconnecter au niveau spatial, temporel. On est ailleurs, quoi. D'ailleurs, il suffit d'avoir raté plusieurs fois cette station de métro pour se dire je suis vraiment ailleurs quand je suis dans mon livre. Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'à la fois, lire, ça nous permet de nous évader, et à la fois, la lecture nous permet aussi de nous reconnecter à nous-mêmes. Parce qu'elle vient nous parler de nous. Elle vient nous parler du monde qui nous entoure et de notre rapport à ce monde. Elle vient nous toucher, en fait, dans ce qu'on a de plus intime, la lecture. Et c'est ça, lire. C'est être traversé par des émotions, parce que ça vient nous toucher dans ce qu'on a de plus intime. Où est-ce que ce livre vient me toucher? Où est-ce qu'il vient me faire rire? Où est-ce qu'il vient me faire pleurer? Où est-ce qu'il vient m'émouvoir? Où est-ce qu'il vient susciter de la colère? Le fait que j'ai des envies de meurtre? C'est ça, en fait, lire. C'est ça. Et c'est là que tout se joue, en fait. Dans cette rencontre intime et affective. C'est là que ça vibre et c'est là que ça nous accroche. C'est là que parfois, on arrive à la fin du roman, on voit qu'il ne reste plus que ça, et on se dit « Non, je ne veux pas avoir fini mon livre, j'aime trop, c'est pas possible, je ne peux pas. » Et c'est là aussi que ça peut ne pas se faire. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit « Quoi? T'as pas aimé ce roman? Mais j'ai adoré! T'as pas aimé ?» Parce que justement, ça vient parler à notre monde intérieur et que nos mondes intérieurs sont tous différents. Et voilà, ça va parler à certains, pas à d'autres. Et quand ça va nous parler à tous les deux, de façon parfois très, très différente, où on se dit, on n'a presque pas lu le même livre. Voilà. Dans les livres, on s'identifie aux personnages de l'histoire, on vit des expériences par procuration, on adopte le temps d'un récit un autre point de vue, une autre façon de penser, une autre façon de voir le monde, un autre corps, un autre âge, un autre sexe, une autre personnalité. On goûte à d'autres contextes de vie et ça, tout en étant complètement sécurisé entre les pages du livre dans la dimension imaginaire. On n'est pas dans la vie réelle, on se balade entre les pages du livre, mais en attendant, ce qui est incroyable, et ça j'ai découvert en préparant cette intervention, il y a des études qui ont montré, alors c'était des études faites sur des lectures adultes, sur des adultes, mais qui ont montré que quand on vit des expériences dans un roman, eh bien, ça active des zones du cerveau qui sont similaires aux zones qui sont activées quand on vit vraiment cette expérience. C'est dingue, je trouve. Voilà, et du coup, on peut dire qu'en se frottant à la littérature, aux livres, aux récits, aux histoires, eh bien, que c'est finalement une merveilleuse façon et très agréable, je trouve, pour ma part, de développer l'empathie. Voilà. Alors, je voulais vous faire découvrir encore un autre album qui, je trouve, parle aussi, alors là, de façon très explicite de cette question que, voilà, on a tous des regards différents sur le monde, sur une même réalité. Et cet album, à mon avis, il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Je suis déjà en train de préparer ce que je vais vous passer maintenant. C'est pour ça que je tourne la tête. J'ai 2 écrans pour jongler avec tout ça. Voilà, c'est un album que vous connaissez certainement et que là, je ne trouve plus dans ma barre d'en dessous, donc je vais aller le chercher ailleurs. Et c'est l'album... Voilà, il est là. Une histoire à 4 voix de Anthony Brown. Je suis sûre, je ne vous vois pas évidemment, mais dans le nombre que vous êtes, je suis sûre qu'il y en a qui ont fait chez eux. Ah ouais, je vois. Voilà, mais c'est une petite merveille et même quand on le connaît, c'est un vrai bonheur de se replonger dedans, je trouve. Donc voilà, je jongle avec tout ça. J'ai toujours dit que c'était une fable, que les femmes pouvaient faire 2 choses en même temps, mais là, je dois avouer que j'y arrive. Hein. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit que j'allais quand même vous dire avant, orienter un petit peu votre regard, ce que je ne fais évidemment jamais dans une lecture plaisir, en vous disant, soyez attentifs aux illustrations et à la typographie parce que vous allez voir que l'auteur utilise ces moyens-là pour justement nous faire voir un peu de la vision que le personnage a du monde qui l'entoure et de la situation. Et je ne vous l'ai pas dit,
Et voilà, et j'avais hésité parce que je me suis dit, mais non, dans une lecture plaisir, tu ne le fais pas, justement, c'est chouette de laisser les personnes découvrir par elles-mêmes. Donc voilà, peut-être que ce n'était pas nécessaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais sinon, n'hésitez pas à retourner dans cet album où effectivement, vous allez voir, il y a des tas de détails à voir et qui en disent long sur l'état intérieur de la personne et sur comment elle perçoit en fait la réalité. Et, par exemple, ce même parc, on le voit dans les yeux de ces 4 personnages, mais complètement différents. Et je vous dis, même au niveau de la typographie donc, qui est utilisée pour chaque personnage. Voilà, c'est une petite perle et on n'en a jamais fait le tour, je pense. Alors, par rapport à la lecture individualisée, donc comme je vous l'ai dit, c'est la méthode de lecture qu'on utilise, qu'on pratique au sein de la SBL Boucle d'Or et qu'on transmet aussi lors de nos formations. Alors, la lecture individualisée, elle est justement particulièrement propice à vivre cette expérience dont je viens de vous parler, de ce que c'est en fait la lecture, cette expérience de rencontre intime et affective avec le livre. Et c'est également une méthode de lecture qui est bien plus adaptée à de jeunes enfants que la lecture de groupe. Alors le principe, comme son nom l'indique, c'est qu'on lit à un enfant à la fois, même si on se trouve en présence d'un groupe d'enfants. Alors dans la lecture individualisée, le premier avantage déjà, c'est que l'enfant va pouvoir, dès que c'est possible, il va pouvoir choisir son livre. Alors ça peut paraître un détail, mais il faut se rendre compte que des enfants qui n'ont pas de lecture à la maison, à qui on ne lit jamais d'histoire, ce sont souvent des enfants qui n'ont que des lectures de groupe, s'ils en ont, mais qui n'en ont même pas, que des lectures de groupe, mais qui du coup n'ont jamais l'occasion de choisir leur livre. Or, on voit en fait que les enfants sont capables de choisir le livre dont ils ont envie, dont ils ont besoin très très tôt. En crèche déjà, on observe que les enfants ne se dirigent pas vers les livres au hasard. Ils les choisissent vraiment. Ensuite, cette lecture individualisée, elle va permettre évidemment à l'adulte lecteur d'accompagner l'enfant dans sa découverte de l'album de façon tout à fait privilégiée, en respectant son rythme, ses besoins, ses désirs. Et donc, un besoin essentiel dont Arnaud a déjà beaucoup parlé, son besoin de bouger. Donc, par exemple, l'enfant va pouvoir, s'il le désire pendant la lecture, rester très longtemps sur une illustration. On est en train de lire l'album avec lui, il va poser sa main sur l'album, ou même s'il ne pose pas sa main, vous voyez son regard qui est plongé, vous voyez qu'il est occupé, que ça travaille là à l'intérieur, on attend, on peut rester très longtemps comme ça sur une page. Si l'enfant a envie de revenir en arrière, il revient en arrière. Ok, c'est qu'il y a quelque chose qui l'interpelle, qui l'intéresse, une page qu'il aime particulièrement, un questionnement, quelque chose. On revient, on recommence à lire à l'endroit où il nous a emmenés. Si l'enfant passe des pages, même chose. Il a envie de passer des pages, on va plus loin. On peut aller directement à la fin. On le laisse vraiment manipuler l'album à son gré, comme il veut. Si l'enfant nous signifie qu'il ne veut pas qu'on lise le texte, par exemple, on n'est pas obligé de lire le texte. Parfois, on regarde simplement les illustrations. Voilà. Et on laisse évidemment l'enfant bouger aussi. Alors, de cette balade au fil des pages, en toute liberté, l'enfant va faire émerger du sens. Il va chercher à faire du sens avec à la fois l'apport du texte que là l'adulte apporte et la lecture des illustrations. Et le sens qu'il va faire émerger, ce ne sera pas un sens figé, unique, qui est trop souvent le sens attendu par l'adulte. On aimerait bien que l'enfant comprenne exactement ce que nous, on a compris. On se dit que c'est ça qu'il doit comprendre. On aimerait bien que l'enfant comprenne ce qu'on pense que l'auteur a voulu dire dans l'histoire. Non, on n'est pas là. L'idée, c'est vraiment de le laisser faire sa propre construction. Une construction qui lui appartient, un sens qui lui appartient, et qui sera né en fait de cette rencontre de l'album avec son monde intérieur, tout ce dont on a parlé avant. Voilà, cette rencontre de l'album avec son intimité. Alors évidemment, ça demande un fameux lâcher-prise de la part des adultes. Parce qu'en fait, le plus souvent, et c'est instinctif, hein, si moi, je n'avais pas suivi les formations, lu tout ce que j'ai lu, je ferais ça aussi. Hein. Instinctivement, ce qu'on fait, quand on se met avec un enfant, qu'on ouvre un livre, eh ben, on a le réflexe de se dire, on va lui indiquer les choses qui sont importantes à voir pour bien comprendre les choses. On va lui expliquer les choses qu'on se dit, ça c'est peut-être un peu trop difficile. Et donc, on prémâche en fait beaucoup de choses. Or, quand on fait confiance aux enfants, à leur capacité finalement de lire le monde et de construire du sens, faire du sens, ce qu'ils font tout le temps en fait. Hein, depuis la naissance, le tout petit essaye de faire du sens, de construire du sens. Donc, c'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Si on les laisse faire ça,
eh bien, on se rend compte en fait de la finesse et de la richesse de leur regard et de cette liberté qu'ils ont encore par rapport à nous, où on a une vision déjà très comme ça. Les enfants vous font découvrir des choses absolument extraordinaires et vous font découvrir aussi un peu de leur monde intérieur quand on les laisse faire ça. Au niveau de la rencontre, c'est juste magnifique. Et donc, on s'intéresse vraiment au cheminement de leur pensée. Et finalement, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon d'en faire des futurs grands enfants, adolescents, adultes, capables de penser autonome, de penser créative, libre, critique et empathique? Puisque nous, à côté d'eux, on s'intéresse à leur façon de voir le monde, de voir l'album, de voir l'histoire, sans leur imposer notre propre vision. Alors, ces moments de lecture individualisés, ils offrent aussi, également, ça, je vous l'ai un peu dit au début, l'occasion de vivre un contact chaleureux, privilégié, avec leur puéricultrice, avec leur enseignant, avec leur éducateur. Et ça, j'en ai parlé au début de mon intervention, de l'importance de ces moments privilégiés qui vont vraiment justement donner à l'enfant le sentiment d'occuper une place particulière dans la pensée, dans le cœur de celui qui prend soin de lui. Prendre le temps de s'asseoir quelques minutes avec un enfant, c'est se rendre disponible autour d'un album, c'est se rendre disponible à cet enfant et prendre le temps de la rencontre. Et ça, dans un accueil collectif, c'est juste de l'or. Et ça prend très peu de temps, vraiment. Mais ce qu'on offre là, c'est de l'or. D'ailleurs, si vous prenez le temps, je vous invite à le faire dans les jours qui viennent, si vous prenez le temps d'observer un moment de lecture entre un adulte et un enfant, vous allez percevoir toute la richesse de ce moment. C'est juste magnifique. Vous avez l'enfant qui le plus souvent est plongé dans l'album, dans la lecture des illustrations. Il est bercé par la voix de l'adulte qui est à ses côtés, parfois un peu derrière s'il est sur les genoux. Il est bercé par le texte, par la voix de l'adulte. Il lit les illustrations et souvent, vous allez le voir, parfois très régulièrement, l'enfant passe de la lecture des illustrations à la lecture de ce qui se passe sur le visage de l'adulte qui est en train de lui lire. Je suis sûre qu'il y en a qui font « Ouais, j'ai déjà observé ça ». C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Et là, il regarde les émotions qui passent, qu'il partage peut-être, mais que parfois il ne partage pas, parce qu'on sent parfois que nous, dans notre lecture, on est dans quelque chose et l'enfant est peut-être dans autre chose. Et alors, il regarde ces émotions qui passent sur votre visage. Et alors, parfois, ce qui est magnifique, c'est que vous avez ces regards qui se croisent entre les deux, parce qu'à ce moment-là, l'adulte tourne le visage. Et alors là, vous avez les sourires qui s'échangent et vous sentez tout ce partage de plaisir, d'émotions, toute cette complicité. C'est juste magnifique. Et souvent aussi, dans ces moments de lecture privilégiés, intimes, ce qui arrive très souvent, c'est que les langues se délient. C'est souvent qu'un enfant va, entre les pages d'un livre, tout d'un coup vous dire « Oui, et tu sais, mon papa, il m'a dit, ou avec maman, on a fait… » Et il vous raconte quelque chose de son quotidien, de sa vie, il fait des liens. C'est vraiment des moments de rencontre uniques, en fait, hyper précieux, qui prennent très peu de temps, mais qui rechargent les batteries aussi de vous en tant qu'adulte, parce que ça donne tout le sens au travail que vous faites. Je trouve que, voilà, on parlait de bulles d'oxygène, mais là, c'est des bouffées, mais comme ça, quoi. C'est juste magnifique. Et de façon évidente, ces moments très, très forts, ils vont contribuer à resserrer les liens entre l'enfant et vous. C'est évident. Alors, c'est dans le cadre, vous allez comprendre mon titre, pour ceux qui ont entendu le titre et qui se sont dit « il pleure le bébé, pourquoi ?» Voilà, c'est dans le cadre de ces lectures individualisées en crèche que j'ai très souvent entendu, et c'est pour ça que j'y ai pensé tout de suite, voilà, par rapport au lien entre lecture et empathie, et quand Lorraine m'a dit qu'il faudrait trouver un titre, c'est dans le cadre de ces lectures individualisées que j'ai si souvent entendu des tout petits s'émouvoir devant l'illustration d'un bébé qui pleure. Il y en a peut-être aussi qui font « ah oui, j'ai déjà vécu », ou simplement sur le visage d'un personnage, alors rien n'est dit dans le texte, mais on a juste le visage d'un personnage avec juste la larme sur la joue. Et alors là, on voit les petits, c'est vraiment quelque chose, c'est très émouvant à voir en fait, ça les interpelle, ils s'arrêtent vraiment là, il pleure le bébé, il y a vraiment quelque chose, et ça commence à venir aux alentours d'1 an, en fait, et c'est l'empathie émotionnelle en fait, cette capacité d'identifier chez l'autre un état émotionnel qui n'est pas celui qui me traverse, en fait. Et ça émerge aux alentours d'1 an, et puis ça continue à se développer, et c'est en lien avec le processus d'individuation. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à l'autre
qui n'est pas en train de m'arriver. Et alors plus tard viendront les questions, et pourquoi il pleure? Et alors ça c'est magnifique aussi, de se dire, je ne sais pas pourquoi tu crois qu'il pleure, et alors, enfin bref. Et donc tous ces albums, plus la présence bienveillante, soutenante, il s'agit de soutenir cette petite pensée qui est, voilà, qui est en pleine activité chez l'enfant, de l'adulte, voilà, cette présence soutenante de l'adulte, ben, tout ça, ça va évidemment contribuer aussi à faire que l'enfant va développer ses capacités, non seulement à identifier ses propres émotions, mais également à identifier les émotions des autres. Et par rapport à ça, je voulais vous partager, c'est le dernier, un tout dernier album, mais qui me tient très très fort à cœur. C'est un album que j'aime énormément, qui est l'album Ça va mieux de Jeanne HB. Alors pour la petite histoire, Jeanne HB, je suis sûre que vous êtes nombreux aussi à la connaître, à connaître ses albums. Donc elle en a fait, elle a fait plus de 60 albums pour les jeunes enfants aujourd'hui. Eh bien, Ça va mieux, c'est son tout premier album. Voilà. Et je trouve qu'il il reste d'une justesse, il est magnifique. Je ne vous en dis pas plus. J'aime bien ne pas trop en dire. Alors, attendez. Voilà. Alors, on arrive tout doucement au bout de mon intervention, mais vous allez me dire, et à juste titre, bon, c'est gentil de nous avoir vanté la lecture individualisée, de nous avoir dit que c'était très bien de faire ça et tout ça, mais comment on fait concrètement avec un groupe d'enfants? Je suis sûre qu'il y en a déjà qui se sont dit, non mais il ne va pas nous laisser tomber comme ça. Alors, le secret de cette méthode, qui n'en est pas un en fait, hein, c'est que quand vous lisez à un enfant de façon individualisée, eh bien, il n'est pas rare, c'est même souvent, que vous avez d'autres enfants qui viennent profiter de l'histoire. Et le truc à ce moment-là, c'est de ne pas se dire « Ah, il y en a d'autres qui viennent écouter, hop, j'ouvre ma lecture aux autres ». Non, c'est de rester dans une lecture individualisée avec l'enfant avec qui vous avez commencé, sauf que les autres, eh bien, ils vont en profiter. Et ils vont en tirer plein de bonnes choses aussi. Mais donc, ça vous permet de rester au rythme de l'enfant à qui vous lisez. Et d'autre part, vous allez voir aussi que plus vous allez offrir des moments de lecture individualisés comme ça aux enfants, plus les enfants vont être désireux et capables de passer des longs moments seuls face aux albums. Ce dont ils ne sont pas capables tant qu'on ne leur a pas lu plein d'histoires, tant qu'ils ne savent pas les richesses qu'il y a à l'intérieur. Après, ils peuvent se les raconter. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lisez en individuel avec un enfant, vous n'avez pas tous les enfants qui veulent une histoire au même moment. Ils peuvent tout à fait passer du temps seuls avec un album ou à plusieurs autour d'un album à se les raconter pour les plus grands, etc. L'important, c'est qu'évidemment, chacun puisse avoir son tour. Donc, il ne s'agit pas de se dire, surtout avec des petits, oh ben j'ai 5 minutes, je vais faire un peu de lecture individualisée. Là, c'est sûr que vous allez tous les avoir en grappe sur vous, parce qu'évidemment, il n'y aura pas le temps pour tout le monde, et qu'on se dit, et moi. Quand vous faites vraiment une séance de lecture individualisée, et c'est comme ça qu'il faut le penser, en tout cas avec les jeunes enfants, on prévoit 20, 30, 40, on peut le faire pendant 1 heure, il n'y a aucun souci, je vous jure que ça marche. De lecture individualisée, on met des livres à la disposition des enfants. Les enfants peuvent les manipuler tout seuls, peuvent les manipuler à plusieurs. Vous êtes à leur disposition, si vous êtes plusieurs à leur disposition pour lire en individuel. Et donc, à ce moment-là, on a le temps, c'est chacun à son tour. Et les enfants le comprennent très, très vite, même des enfants qui sont à la crèche. C'est incroyable comme ils comprennent vite. Ça se met, je vous assure, je sais qu'il y en a qui ne me croient pas. Je ne vois pas tous les visages sceptiques parce que je ne vous vois pas tous, mais en fait, ça se met vraiment facilement en place. Bon, la difficulté là, c'est que je vous transmets ça très vite. Habituellement, on a quand même 1 journée, voire parfois 2 journées de formation. Mais voilà, n'hésitez pas à tenter les choses aussi. On ne peut pas mal faire, voilà. Mais c'est tout à fait possible et c'est vraiment très gai. Et pour ceux qui s'occupent d'enfants plus grands, puisque j'ai entendu qu'il y en avait, jusqu'aux enfants de primaire, sachez que même des enfants de primaire sont très demandeurs qu'on leur lise des histoires en individuel. Ils n'ont souvent plus ça, en fait, parce que très souvent, les parents arrêtent une fois que l'enfant est lecteur autonome. Or, ces enfants sont encore demandeurs, même des enfants de 11, 12 ans, je vous assure. Et donc, n'hésitez pas aussi, dans les temps d'accueil extrascolaire, etc., de proposer des moments de lecture individualisés. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont prendre. Voilà. Alors, j'espère
que malgré l'écran, vous avez pu goûter quand même un peu au voyage, à l'évasion que peuvent offrir les albums et ces moments de lecture partagés avec les jeunes enfants. On ouvre un livre un peu comme on ouvre une porte et on se balade au fil des pages comme dans un paysage, un ailleurs, on est dans un autre monde. Et je pense que c'est parfois salvateur, je ne pense pas, je suis convaincue, de pouvoir s'évader un instant du quotidien. Et le fait de pouvoir partager ces moments d'évasion avec un enfant, ça nous rapproche. Cette expérience commune, cette évasion qu'on a vécue ensemble, dans laquelle on a partagé plaisir, émotion, elle nous relie. C'est quelque chose qu'on partage, qu'on ne va pas oublier, qui nous relie, même après, quand on part vers d'autres choses. La crise sanitaire qu'on traverse depuis plus d'1 an nous a privés de choses essentielles qui donnent habituellement du sens à nos vies. Elle a en plus mis la pression sur des professions comme les vôtres, déjà mal reconnues, mal soutenues et mal valorisées dans notre société. Et je vous laisse simplement terminer en vous disant aujourd'hui toute mon admiration pour vos professions, sincères. L'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants, ce sont des professions extrêmement complexes. Je dis souvent, c'est de la dentelle que vous faites. Mais des professions ô combien essentielles, très confrontantes aussi. Parce que non, il ne s'agit pas seulement d'apporter un petit peu d'eau douce et de nourriture, comme on l'a dit. Il faut leur apporter à tous ces enfants quelque chose de grand. Voilà, je vous remercie pour vos sourires et vos regards. Vous ne saurez pas lesquels j'ai vus, mais j'en avais quelques-uns en vignette et c'était très agréable et très soutenant. J'ai senti beaucoup d'empathie. Donc, merci. Nickel, on va pouvoir reprendre pour la dernière partie de cette matinée. Alors tout de suite, nous allons avoir le bonheur de s'évader quelques instants, d'oublier un peu les choses plus compliquées qu'on peut vivre ces jours-ci. Voilà, on va avoir le plaisir de souffler et de bouger un peu parce que c'est l'heure de notre bulle d'air musicale. Alors je vois que Muriel et son acolyte sont ready. Super. Alors Muriel Kouyaté, je vais vous présenter brièvement, mais donc vous êtes fascinée par les instruments de musique depuis votre enfance, si je ne me trompe pas. Oui, c'est super. ça. Oui. Et donc, le pouvoir de la musique, de toucher tout le monde, a toujours été votre source d'inspiration et vous êtes donc devenue percussionniste féminine professionnelle. Oui. Voilà. Et donc, on peut retrouver tout ce que vous proposez sur votre site web qui est mis maintenant dans le chat, je pense, par ma collègue Isaline, donc murielkouyaté.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visionner tout ce que Muriel propose. Je vous laisse peut-être présenter la personne qui est à votre côté. Oui, alors je vous présente Nfali Kouyaté, qui est aussi mon mari. Ah, voilà. Il est musicien professionnel aussi. Il est joueur de harpe africaine, qui est une kora. Mais aujourd'hui, va nous accompagner aux percussions. Et effectivement, sur le site, vous allez voir des liens entre nos projets, différents Super. projets. Et pour faire un tout petit lien avec le monde de l'enfance, c'est vrai que ça nous touche tout particulièrement parce qu'on a l'habitude aussi, en dehors de la scène, de jouer pour les tout petits à partir de, parfois les bébés, mais c'est plus rare en crèche, mais disons vers 2 ans, jusque les beaucoup plus grands, les maternelles, les primaires, etc. Et c'est vrai que la musique et les percussions, c'est aussi un formidable vecteur pour faire ressortir les émotions des enfants, créer des liens, faire ressortir aussi l'empathie chez chacun. Et à travers des petits jeux rythmiques, c'est une transmission qui est orale, comme en Afrique, et qui est très ludique. Donc, c'est chouette qu'on soit là aussi. Et puis, les grands aussi, j'espère que ça vous touchera parce qu'on le fait aussi assez régulièrement en entreprise ou là, comme pour des événements comme le vôtre. Et ça permet vraiment de se défouler. Évidemment, si c'était en live, devant vous, avec chacun un instrument, ça aurait encore plus de sens. Mais on va essayer à travers l'écran vraiment de vous transmettre un peu de couleur. Et parce qu'on sent que c'est le déconfinement pour nous aussi. La profession a été bien impactée puisque les artistes, c'était le blackout total. Mais voilà, on en profite dès qu'il y a une occasion. On est content de pouvoir se produire. Donc déjà, merci. Mais merci à vous d'être là, vraiment. Et je vais vous laisser donc profiter de cette belle parenthèse et puis on compte sur vous tous, tous les participants pour bouger avec nous. Nous, on va bouger, donc voilà, n'hésitez pas à profiter. Super. On vous demande juste de couper peut-être tous les micros et puis on va jouer
un petit morceau, Nfali et moi, et après, on va vous inviter à jouer avec nous, mais micro fermé. OK? Sinon, ça va être la cacophonie. C'est parti, petit voyage en Afrique. On imagine qu'on est sur une terrasse avec une bonne bière et du soleil. C'est parti. Merci. Ça va, vous entendez bien le son? Vous me faites un petit pouce. Yes, je vois que ça bouge. Hein. Je vois vos têtes dans l'écran, c'est sympa. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Ça, c'est un rythme hyper important qu'on joue dans la tradition africaine et qui est un rythme qui est dédié, qui est vraiment dédié à toutes les femmes. Parce que là-bas, les femmes ont la vie dure. Ici aussi, hein, on est un peu des lionnes aussi. Et donc, on adore commencer l'animation avec ce rythme qui s'appelle Moribayasa. Maintenant, pour ceux qui veulent, mais ce serait chouette, même si nous n'avons pas d'instrument, on va se servir de notre corps pour faire de la percussion. Vous êtes prêts? Je vois que c'est beaucoup enfin, je vois que des femmes pour l'instant. Les poitrines. Donc, vous êtes prêtes. Donc, on va mettre les mains comme ça. Et on va prendre le premier son. Si vous avez une table devant vous ou bien vos cuisses, vous tapez vers les genoux. On va faire des basses en rythme. Boum, 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 boum. Tu vois, comme le djembé. Voilà, comme ça. On est parti ensemble. 1, 2, 3, c'est au lit. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Tous en rythme. Voilà. Yaba. C'est bien, ça commence. Ça va, ils sont bons, hein? Je te jure. On les engage. Wow. Alors, deuxième son,
si on le chante, ça fait titi. Dites un peu titi. Très bien. Titi. Alors, le titi, ce sera au bord du djembé. Yeah. Titi. On va faire des ti maintenant. Vous êtes prêts? Attention. Au bord des tables. Au bord des tables ou au bord des genoux. 1, 2, 3, 4. Voilà. Montrez-moi vos mains. Est-ce qu'elles sont un peu rouges? Ça rougit là. C'est mignon. Oh oui, c'est Quelle déjà affaire. rouge. Ça fait mal les tables. Ça fait du bien. Et ça fait Ça mal fait aux circuler cuisses. le sang. Alors, avec ces deux sons-là, on est prêt. Ça va faire, vous allez d'abord chanter titi boum, titi boum, titi boum, titi boum. À vous, titi boum. Voilà, titi boum, titi boum, titi boum. Donc, titi, c'est au bord, boum, c'est au milieu. Ça fait titi boum, titi boum. On y va, titi boum. Voilà, titi boum, titi boum, titi boum, titi boum, titi boum, titi boum, titi boum. Jolé, jolé, titi boum, 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 voilà, titi. Un peu plus vite, voilà. Ah, et on bouge. Ah, yeah. Attention. Ça, c'est le signal comme quoi on Ah, s'appelle. ça commence. Bravo. Ça commence. C'est chouette, hein. C'est vraiment super. Si vous voulez, vous pouvez un petit peu incliner si vous jouez avec un PC, votre écran, comme ça on voit un tout petit peu les mains. Mais de toute façon, on voit que ça bouge, Voilà. on voit que ça rougit. Donc c'est que vous vous défoulez. Il y en Ça a va qui tout ont le des monde? rythmes là. Hein. On va les faire chanter. Hein. Il y a des rythmes dans les cheveux. Ouais, c'est bien On va ça. faire Agnès Foliquet dessus. Oui. Agnès Foliquet, ça veut dire on va jouer dans la langue malinké. OK? Donc on va chanter, on va faire un question-réponse. C'est hyper simple. Vous allez dire, moi je dis Agnès Foliquet, vous dites Yaya. Il y en a qui comprennent le rendez-vous. C'est pas, non, c'est trop dur. Yaya, ça veut dire yeah. Enfin, c'est un cri en fait. Donc, quand je dis Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet. La troisième fois, Yaya, oh, Yaya. Même les petits-enfants y arrivent. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Oui, hein, ça pas quoi. Alors, je recommence. Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, oh, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, oh, Yaya. Plus fort, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, oh, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, oh, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Djembé Koladu, Agnès Foliquet, Yaya, oh, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya, oh, Yaya, Agnès Foliquet, Yaya,
Ah ben, ça chauffe bien. Hein. Ça chauffe, hein? Oh, ouais. Il nous On manque- reviendra. On reviendra avec des vraies Ça, c'est clair. petites Bonne djembés année. pour chacun. Bonne année. C'est vrai, n'empêche, Voilà. finalement, l'année commence maintenant. Ouais, l'année commence à commencer là. Parce que les Avec autres, l'ouverture. c'était là. Voilà. Oh, c'est bien. Alors, montrez-moi un peu vos mains. Je parle comme aux petits-enfants. Il Allez. faut que ce soit rouge. Allez, on y va, les Là, ils deux. sont tout fiers quand on leur dit ça. Waouh, on est des bons percussionnistes. Mm. C'est chouette, super, super. Ça va? Toujours? Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. Encore 5 petites minutes. Eh Ouais. bien, alors on va vous peut-être jouer un petit Yankadi Makuru. Ouais. Maintenant, on va refaire un morceau à deux, mais vous pouvez expérimenter aussi. Ouais, hein. C'est un rythme qu'on appelle, c'est un petit jeu, c'est le rythme de la séduction. Ouh. Les jeunes, alors il y a les filles, l'équipe de filles, l'équipe de garçons, avec des foulards. Elles dansent, donc il y a une partie de rythme qui est plutôt cool, langoureuse. Et puis, chacun va choisir un cavalier et une cavalière. Et quand tout le monde a son cavalier et sa cavalière, c'est la fête. Et là, on passe dans un tempo beaucoup plus Rapide. chaleureux, rapide. Ouais, hein. Voilà, super. Donc, si vous avez envie de danser ou de bouger ou d'essayer de jouer avec nous, il n'y a pas de souci. OK, on est parti. Yankadi. Masala
merci beaucoup.